Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur François, comme vous le voyez, pour cette nouvelle émission qui s'appelle Défi de la vérité. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Frigide Barjot, bonjour, alias Virginie Tellene. Ou plutôt dans l'autre sens. Ouais, plutôt dans l'autre sens. Alors pourquoi justement ce double nom ? Eh bien parce que Frigide Barjot était née avec le groupe Jalon dans les années 80-90. Et comme le public télévisuel me connaissait ainsi, quand je me suis engagée dans la défense de mes convictions, de nos convictions pour beaucoup de Français, de défendre la filiation et la procréation entre l'homme et la femme, j'ai gardé ce nom de Frigide Barjot qui a permis de rassembler très largement dans les rues en 2012 et 2013. Et puis... Il faut dire que dans la famille, vous avez tous comme ça des pseudos. Hein. Ah ben bien sûr, oui, c'est vrai, il faut que je rappelle que mon mari s'appelle Basile de Kock, que mon beau-frère est Karl Zéro, mais que notre nom de famille, c'est Tellene. C'est Tellene. Et quand Frigide Barjot est devenue malheureusement moins sympathique pour la population française, j'ai repris mon nom pour arrêter d'abîmer ma famille. Alors justement, on va parler de votre parcours. On se souvient véritablement de cette manifestation, il y a encore très peu de temps, qui a réuni à Paris près d'1 million de personnes. Je crois que sous la Ve République, et vous allez me le confirmer, il n'y a jamais eu un tel monde rassemblé au même moment. Non, et surtout 3 fois de suite, de façon crescendo. Nous avions commencé au moment où la loi Taubira, puisqu'il s'agit de la loi qui prétendait ouvrir le mariage aux couples homosexuels, mais en fait qui effaçait la filiation de leurs enfants, la filiation biologique des enfants, c'est ce contre quoi nous nous sommes surtout tous levés. Nous avons commencé à 200 000 personnes à Paris en régional le 17 novembre 2012 pour aboutir à la première très grande manifestation au Champ de Mars, 1 million le 13 janvier 2013, dans une grande pluralité, dans une grande joie, dans une grande diversité. Je rappelle... Il n'y avait aucune connotation extrémiste ou quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on a pu dire à la télévision. Et bon, évidemment, il faut quand même dire que c'était fait en accord avec les gens de l'Église de France et les associations pro-vie traditionnelles qui acceptaient très en avance l'inclusion dans le mouvement des homosexuels, qu'ils soient célibataires ou en couple. Moi, j'ai monté le mouvement avec Xavier Bongibaud, qui était un jeune homme non chrétien à l'époque, qui s'est converti après, et qui vivait en couple. Alors ça, c'est la deuxième, et la troisième ? Et la troisième, alors là, c'était l'apothéose, le 24 mars 2013. Souvenez-vous, depuis la place de l'Étoile, nous avons réuni plus d'1,5 million de personnes qui allaient jusqu'à la Défense. On n'avait jamais vu... Alors, c'était statique. Alors, les drones étaient interdits à l'époque, et pourtant, on a eu quand même des visions d'ensemble montrant justement cette masse humaine. On avait des hélicoptères. Assez incroyable. Oui, et c'était incroyable. Et il y avait, vous savez, des grands écrans immenses, des 4x3, qui jalonnaient tous les 200 ou 500 mètres. Ça allait de l'autre côté jusqu'à Neuilly, véritablement. Alors justement, et sachez, attendez, parce que vous parlez des drones, mais déjà, malheureusement, il y avait déjà des fake news qui circulaient, puisque la préfecture, à l'époque, avait pris des photos et avait photoshopé, comme on dit. Enfin, vous savez, ils avaient revu les photos, corrigé en mettant un peu des trous partout pour annoncer des chiffres qui étaient nettement en dessous, même en dessous de la réunion du 13 janvier, la première réunion au Champ de Mars. On retiendra en tout cas cette mobilisation. Et la troisième, qui était véritablement toujours 1 million aux Invalides, où malheureusement je n'étais plus, pour des raisons qu'on expliquera si vous le souhaitez. On va y revenir. Voilà, des raisons idéologiques et jamais de personnes, enfin idéologiques, de vision de la suite du mouvement, jamais entre les personnes, qu'on ne croit pas que ça a été une lutte d'ego, de choses comme ça, jamais. C'était vraiment une vision des choses par rapport à ce qui se jouait. Mais en tout cas, la lancée était encore là et va continuer encore longtemps, même après la séparation du mouvement. Sûrement. Alors moi, je voudrais revenir justement sur votre position à vous. Vous étiez sur le devant de la scène, vous haranguiez les foules à l'époque. On vous voyait... Dans la bienveillance, toujours. Dans la bienveillance. On vous voyait vraiment sur tous les médias. Vous aviez une notoriété absolument incroyable. Et puis du jour au lendemain, pchit. Effet pchit. Ah, ça n'a pas fait pchit comme ça. Non, ça a été très violent. Très violent. Pas un petit pchit comme ça. L'explosion du mouvement a été en même temps... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Totalement public. On a besoin de savoir, les gens ne savent pas. Dites-nous en 3 mots, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. La base du mouvement s'est constituée sur cette idée très simple que on ne pouvait pas plus continuer à exclure une catégorie de couples
pour cause d'homosexualité, de la procréation, de l'union, de la vie affective et sociale. Et au tout début, les mouvements traditionnels, notamment la Fondation Le Jeune, avec Ludovine de la Rochère, avaient accepté cette idée d'inclure dans l'union civile, enfin l'union des homos, ces couples dans lesquels on ne changerait pas la filiation. Il n'y aurait pas d'adoption plénière, si vous voulez, pour ne pas changer la filiation des enfants qui naîtraient dans ces couples-là. Ce qui supposait bien évidemment qu'il fallait qu'il y ait une mère ou un père biologique externe à ce couple. D'accord, donc il y a eu un problème fondamental. D'union civile par rapport à la position traditionnelle de l'Église qui disait non, pas d'union, ou le pacte simplement pour les homosexuels, c'est-à-dire pas d'enfants pour les homosexuels. Donc très clairement, vous avez été éjecté du mouvement, il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire que quand la loi est avancée, elle a été votée le 24 avril, et un peu plus tard, il avait été prévu qu'au vote de la loi, j'annonce avant que le Conseil constitutionnel ne valide la loi, j'annonce en tant que Virginie Frigide, avec son aile progressiste, entre guillemets, avec les homos, on annonce notre projet d'union civile. Le problème, c'est qu'à la grande réunion régionale de Lyon, le 5 mai 2013, quand je suis arrivé sur le podium avec des sondages de l'IFOP qui donnaient une majorité pour l'union civile contre le mariage qui efface la filiation biologique, eh bien malheureusement, il y a eu des huées de l'extrême droite, des huées du GUD, du Front National de l'époque, en criant « pas d'union civile, rien du tout, union, pas de loi, pas de mariage, pas d'union, rien du tout ». Donc je suis parti en disant « je n'ai pas monté un mouvement contre les couples homosexuels, ni contre l'union civile, qui permet d'avoir des enfants, mais qui naîtront entre un homme et une femme. » Je comprends bien, mais la division, en tout cas, a été scellée à ce moment-là. Oui, et donc, dès que vous êtes divisé, vous avez perdu. Et donc, la loi est arrivée. Et qui en a pâti, finalement, c'est la population qui vous a soutenu pendant tout un temps, parce qu'elle s'est pu sentir représentée du jour au lendemain. Ah, c'est pas... Alors là, permettez-moi de vous contredire. Elle a continué à suivre la marque, la Manif pour tous, qui a été reprise par Ludovine et d'autres. Peut-être, mais pas avec le succès initial, en tous les cas. Mais non, parce qu'on a perdu toute une partie c'est ce que je vous dis. Ouverte de la population. Oui, mais cher, moi j'ai monté ma propre association, l'Avenir pour tous, qui a repris la ligne initiale ouverte aux familles homoparentales, coparentales, pas celles qui vont fabriquer en fécondation anonyme. Et qu'est-ce qu'elle devient, cette association, aujourd'hui? Écoutez, elle marche très bien. Nous avons... Il y a combien de militants? Il y a combien de participants? Alors, il y a un noyau... Elle est forte de quoi, en fait? Elle est forte déjà d'une survie de 8 ans. Alors que je n'ai plus accès aux médias. Je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, mais très peu de médias m'ont donné la parole depuis 8 ans. Et pourquoi vous êtes blacklisté? Parce que vous aviez justement une voix un peu intermédiaire par rapport Mais parce que je crois que quand on représente vraiment le peuple, la population, ceux qui voulaient se reconnaître sans exclure des catégories de personnes et qui voulaient un vrai rassemblement, entre guillemets, bio-humain, où tout le monde reste des humains, hommes et femmes, mais vit sa vie selon son attirance sexuelle, son affectivité, son mode de vie qui doit être libéral. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, on ne vit plus selon des codes qui étaient d'un autre temps. Alors ça, c'est les principes. Et vous, psychologiquement, ce qui m'intéresse, non mais attendez, le pouvoir ne veut pas ça. Le pouvoir qui est en place, je le subodoré, mais vous... malheureusement, ne suit pas ce que demande le peuple. Alors vous êtes résigné aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devenez, vous, justement, dans ce combat-là aujourd'hui? Je continue. Alors écoutez, vous êtes en marge. Je suis très heureuse de vous dire que je continue selon la logique qu'a ouvert la loi Taubira, qui a cassé la filiation biologique, car à l'Assemblée nationale, en ce moment, il y a une nouvelle loi de bioéthique, enfin, elle est au Sénat, mais elle est passée 2 fois à l'Assemblée nationale, qui est extrêmement grave, puisqu'elle permet aujourd'hui... Oui, on peut le rappeler peut-être aux téléspectateurs. Oui, on appelle ça la loi de bioéthique de PMA pour toutes, en fait, qui ouvre... le point principal, c'est quoi? Un mode c'est les bébés à éprouvettes, voilà. C'est-à-dire que toute femme sans homme, même une femme mariée avec un homme, c'est-à-dire 11 millions de femmes en France de 18 à 43 ans, pourront, quand la loi sera votée, si on ne s'y oppose pas intelligemment, aller demander à un gynécologue ou à une clinique reproductive de faire un enfant sans homme qui sera fécondé in vitro
en faisant des embryons surnuméraires avec des semences anonymes. Nous ne savons pas aujourd'hui si ces semences ne seront pas manipulées alors qu'elles portent le code ADN de la vie humaine. Il y a ça, et puis également les bébés, en fait, dans le ventre de leur mère, qui seront tués également jusqu'à 8 mois, c'est ça, hein. 9 mois, 9 mois, incroyable. En deuxième lecture à l'Assemblée nationale, il a été rajouté que pour des raisons non pas de maladie de l'enfant, mais pour un mal-être de la maman, de la femme qui a décidé d'aller faire sa fécondation in vitro seule, elle pourrait aussi bien décider que ça ne va plus, elle a eu des bouleversements dans sa vie, elle ne garde plus l'enfant, et on va le mettre à mort à 9 mois, juste à quelques jours avant l'accouchement. Je dis à cela, cher Richard, c'est très grave, que nous, à l'Avenir pour tous, nous proposons le même système de coparentalité. Pourquoi aujourd'hui ne peut-on pas, plutôt que de proposer la mort d'un enfant né ou conçu naturellement, parce qu'il y a aussi, excusez-moi, mais il y a quand même l'immense majorité des enfants sont conçus entre l'homme et la femme, soit dans un couple stable, soit dans une rencontre, mais souvent dans une famille d'hommes et de femmes. Bien. Eh bien, pourquoi ces enfants dont au dernier moment il y aurait un drame, au lieu de le tuer, d'enlever une vie naturelle, on ne le confie pas en coparentalité ou en adoption simple, parce qu'on sait qui est la maman, même si elle n'a plus de droit sur l'enfant puisqu'elle les aurait abandonnés, ne confie-t-on pas cet enfant à des couples qui n'en ont pas? Oui, donc si je comprends bien derrière tout ça, ces enfants ne sont pas des objets qu'on met à mort comme ça. On a bien compris, mais derrière tout ça, ce que vous prenez, en fait, c'est vraiment calquer le système de l'adoption sur ce système-là. C'est plus que de l'adoption, parce que dans l'adoption, normalement, on efface les origines. Là, c'est beaucoup plus une sorte de contrat passé entre personnes intelligentes, entre personnes sexuées ou homosexuées, pour que la vie continue de façon biologique, naturelle et aimante. Il vaut mieux 3 parents que pas de parents et un enfant mort. Sachez une chose, je me permets de rajouter, c'est que là, en janvier 2021, non seulement cette loi va avec cet IMG à 9 mois, enfin, IMG, c'est interruption médicale de grossesse, mais là, il n'y a pas de maladie. C'est pas volontaire, c'est médical. Ah, c'est médical. Volontaire, en revanche, sachez qu'il y a là, un projet de loi arrive le 20 janvier, là, 2021, qui va passer l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Comme si on avançait à nouveau la destruction des enfants naturels, donc, alors tout ça, qu'à 14 semaines, cher, le cerveau est formé. Le crâne est dur. Oui, on imagine bien, mais... Vous imaginez comme c'est affreux? Alors que là aussi, pourquoi ne pas inventer une autre façon de faire venir la vie et de la proposer à des gens qui n'y ont pas accès? Et comment vous expliquez un peu tout cela, tous ces mécanismes qui sont nauséabonds aujourd'hui? Enfin, nauséabonds, en tout cas, c'est une culture de mort, comme le disait Jean-Paul II. Et pourquoi l'Église également ne monte-t-elle pas plus au créneau? Du reste, sur la crise actuelle, sur la crise de la Covid, on la voit très silencieuse. On aurait pu imaginer vraiment que les catholiques montent au créneau, se battent, enlèvent les masques, sur les masques, c'est très impressionnant. Ouais. Jésus, vous qui êtes une catholique, voilà. C'est la face sacrée du Christ, bien sûr. Ouais. Et pourquoi ne se battent-ils pas Parce davantage? que je crois que nous... Alors, reprenons. D'abord, l'Église, sur la loi de PMA et sur la loi d'IVG, a toujours eu a une position, effectivement... Toujours été tiraillée un peu. Voilà, elle est contre tout ce qui est l'avancée des technologies. Pourquoi ça avance comme ça? C'est parce qu'il y a des technologies nouvelles, de tous ordres, biogénétiques, numériques, qui permettent de modifier la vie en vie techno-numérique. Et aujourd'hui, ça donne énormément de pouvoir aux gens qui détiennent ces pouvoirs-là. Voilà, je n'arrête pas de l'expliquer. Nous passons de la vie biologique à la vie techno-numérique et nous devons mettre une limite qui est la limite de notre humanité. L'Église a toujours dit ça, mais malheureusement, elle a une façon de faire qui n'est pas très politique. Elle dit juste non, et elle ne propose pas aux populations à qui on donne avec ces nouvelles technologies des façons de vivre nouvelles, des droits nouveaux, elle ne propose pas une vie naturelle élargie.
C'est en cela qu'on s'est séparés au moment du mariage de même sexe. Alors justement, le pape, derrière tout ça, vous pensez qu'il est en partie responsable de cette situation ou pas? Ou Écoutez, lui donner un quitus aujourd'hui, non, alors une sorte d'imprimature? Je dois dire que le pape, alors d'abord, moi les papes, ils ont été extrêmement importants dans ma vie, de Jean-Paul II qui m'a fait ouvrir les yeux sur justement cette culture de mort et comment la vie naturelle, c'est-à-dire la vie humaine s'en allait. Et le pape François met beaucoup l'accent sur la vie des pauvres, sur le fait de s'occuper de ceux qui n'ont rien. Mais il faut savoir que c'est aussi ce système économique mondial ultra-libéral et ultra-capitaliste qui fabrique la pauvreté. La vie humaine, elle est donnée à égalité entre chacun. Même si on peut avoir des maladies, des handicaps, on est vivant à 7,5 milliards ou on est mort. Si vous voulez, la richesse qui se crée avec toute cette accumulation aujourd'hui est dans un sens qui a énormément servi l'humanité aussi. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas contre le progrès technique et scientifique. La preuve, on est là. La preuve, on peut parler à des millions de gens qui sinon ne nous entendraient pas. Enfin, millions. Au moins des millions de gens. Oui, il y en aura même plus. Grâce à vous, il y en aura plus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une technicité qui est bonne si elle est toujours tournée vers l'humanité en amélioration. Alors, vous êtes pour le progrès, mais vous n'êtes pas anti-vax, vous, en quelque sorte. Ça dépend si le vaccin va nous faire du bien. C'est toujours la même chose. Est-ce que ça va nous soigner, améliorer et enlever des maladies qui ont ravagé l'humanité, ou est-ce que, en fait, c'est une modification, une augmentation masquée, cachée de l'ADN humain et donc de la modification de l'être humain au cœur même du code de la vie. messager ou OGM. Mais vous avez le choix entre... Écoutez, pour moi, la un double mal, finalement, non? La FIV OGM ou le vaccin OGM, on ne sait pas encore s'il sera vraiment modificateur, mais il envoie du matériel génétique, ça c'est absolument évident. Il est évident qu'il faut du recul. Comme on nous a demandé du recul, là on passe à la crise du Covid, comme on nous a demandé du recul sur les médicaments, qu'il fallait faire des tas d'études randomisées en triple aveugle, double je sais pas quoi et machin, et là on nous dit, non, finalement on va le donner là, à partir du 4 janvier aux personnes âgées. Alors qu'il n'y a pas eu d'études randomisées, qu'il n'y a pas... Bon, voilà, moi je suis sur cette ligne-là. Donc vous n'allez pas vous faire vacciner, vous? Pour le moment, non. Je vais attendre. D'accord. Voilà, et surtout... Mais vous n'êtes pas opposé fondamentalement au vaccin? Jamais mes enfants étaient vaccinés. Je pense qu'en revanche, on est passé, mes enfants ont 20 ans, donc à l'époque, il fallait rubéole, etc., etc. Je l'ai fait. On a un bon carnet de vaccination à jour, etc. Mais je ne sais pas comment j'aurais réagi il y a 5 ans, quand on est passé à 11 vaccins pour des enfants qui viennent de naître. Ça, je dois dire que là, de ce point de vue-là, je voudrais... Ça, pour vous, c'est un véritable scandale, ça. Je dirais pas, j'aurais pas ce mot aussi fort. Je pense qu'il faudrait en parler sérieusement avec nos médecins pédiatres, et je ne suis pas sûre que tout le monde les préconise de cette façon-là. Comment vous vivez cette période? De la même façon, sur le Covid, je voulais vous dire, Richard, il y a des médicaments qui marchent. Nous avons, ma fille a eu la maladie, elle a eu une perte de goût et surtout d'odorat. Le protocole Raoult, pour vous, est bon? Mais bien sûr. Mais écoutez, nous, on a en tout cas eu les macrolides de mon amie Sabine Pagliard. On a eu, j'ai vu le docteur Epstein qu'on revoit dans le film là qui vient de sortir sur les médicaments. Puis surtout, on prend des vitamines, on prend du zinc, voilà. Ce point de vue, on ne va pas attendre jusqu'à la que ça dégénère à l'hôpital. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation aujourd'hui? Comment vivez-vous cette situation? Votre famille la vit, vos enfants la vivent. Est-ce que vous êtes vraiment contre ces lois liberticides ou faut-il, comme bon nombre de chrétiens le pensent aujourd'hui, faut-il les accepter parce qu'on est en démocratie, parce qu'il y a un président de la République qui décide et parce que finalement, ça peut être salvateur pour un grand nombre d'entre nous? Je pense qu'on ne peut pas contraindre une population mondiale comme on le fait, alors même, évidemment, qu'il y a des moyens de soigner avant que ça dégénère, qu'il y a un taux de létalité qui est si faible et que, surtout, des personnes qui devaient mourir vont mourir. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de laisser... Moi, je suis très, très, très... Vous savez que je suis quelqu'un qui a été très proche et encore du monde du spectacle.
du monde de la restauration. J'ai passé ma vie dans les boîtes de nuit, tout le monde le sait. C'est pas parce que je vais en boîte que je vais pas à l'église et inversement. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas incompatible. Les deux, absolument pas. Vous savez, Dieu est sur le dance floor, il y a une grande communion dans les boîtes. Hein. Et comme autour d'une table, le partage du repas. On peut faire du prosélytisme dans les boîtes ? Bien sûr. Moi, je l'ai Vous avez fait converti pendant des très gens longtemps. dans les boîtes de nuit. J'ai emmené des bains-douches et du palace, des gens en adoration du 8 décembre, toute une nuit. Il y avait même eu un petit entrefilet dans l'IB qui disait Brigitte Bardot emmène les fêtards devant le Saint-Sacrement. On peut vous qualifier de chrétienne délurée ou pas ? Mais non, moi je ne suis pas délurée. J'aime parler de Dieu partout. Voilà. Mais c'est pas déluré d'aller faire la fête. Aujourd'hui, on ne peut plus. Regardez ce qui se passe. Il y a des fêtes sauvages avec des gens qui sont empêchés et qui font de la clandestinité comme on l'était dans les années 30 au moment de la prohibition. Il y a quelque chose qui ne va pas, honnêtement. Vous n'êtes pas quand même un peu, je suis désolé de vous poser la question, mais bon, c'est mon droit ici aujourd'hui, mais vous n'êtes pas finalement un peu tiraillé de l'intérieur ? Vous n'avez pas eu du mal à vous trouver, même s'il y a une certaine cohérence, c'est vrai, vous le rappeliez tout à l'heure, dans votre parcours ? Bah oui. On peut tout à fait passer de Jacques Chirac à Jésus-Christ et de Jésus-Christ à une sorte de demande de libération, de maintien de nos corps, de nos esprits, de notre conscience, de notre liberté et de notre transcendance qui est en train de disparaître parce que la technologie prend le pas jusqu'au plus intime de l'intime de la vie qui est votre code ADN germinal, c'est-à-dire reproductif. Vous comprenez que tout se tient. Ouais. Je voulais juste revenir sur l'Église. Vous dites, elle est un peu molle. Là, elle a quand même su, ces derniers temps, au moment des mesures ridicules, je pèse mes mots, de 30 personnes, quand on rentre dans le temps de l'Avent et de Noël, 30 personnes dans des églises, quelle que soit la superficie. C'est vrai qu'elle est montée au créneau pour avoir plus de monde. Oui, voilà, mais elle a été aidée par des gens comme nous. Nous, l'Avenir pour tous, nous avons fait aussi un recours au Conseil d'État, et tous ces mouvements qui se sont levés malgré tout ont permis, heureusement, vous savez, aujourd'hui, demain, je ne sais pas quand ça sera diffusé, mais le 15 décembre, les deux secteurs qui seront, où on pourra quand même encore avoir une vie à peu près libre, c'est les commerces et le culte. Les restaurateurs, le spectacle, tout ça, c'est fermé. Donc, on a quand même obtenu ça. Il faut obtenir la même chose pour nos amis, de la vie culturelle, de la vie du partage, de tout ce que nous aimons, de la bonne chair, de la bonne vie, de la joie, de la fête, de la communion de Noël, des fêtes de Noël. Et si vous aviez à noter le gouvernement aujourd'hui de 0 sur 10 en tant que bonne maîtresse d'école, vous mettriez combien ? Ah non, mais là, c'est pas possible. 0 pointé. 0 pointé ? Ah ouais. Non. Enfin non, puisque les églises sont ouvertes, sinon ils vont les refermer. Vous leur accordez aucune grâce, quoi, aujourd'hui. Mais écoutez, ils nous écoutent pas. On ne peut pas continuer à voir des gens tous les jours à la télévision avec des bons titres, la ruine des restaurateurs, la mort de la nuit. Enfin, il faut qu'on puisse vivre. Je suis désolée. Et en faisant attention, et c'est très facile, donnez-nous de quoi nous prévenir aussi médicalement en attendant le super vaccin génétique génial, mais d'abord qu'il soit testé jusqu'au bout. Dernière question, oui. Si vous aviez non pas un rêve, I have a dream, mais 3 rêves, ce seraient lesquels là aujourd'hui ? Eh bien, que la liberté redevienne la règle dans notre société. La liberté de ? Celle de faire des enfants entre hommes et femmes, quel que soit le mode de vie, le mode de famille, dans toutes les formes de famille, qu'on puisse apprendre aux femmes que non, c'est pas une solution d'enlever leur bébé quand elles peuvent plus l'élever, mais qu'on trouvera des gens pour l'élever. Et troisièmement, eh bien qu'on retrouve aussi le sens du partage de la vie, mais aussi le partage des richesses, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je crois que c'est ça qui, pour beaucoup de gens, est en train de manquer et qui fera perdre jusqu'au dernier jour de leur vie. Et partage des valeurs aussi, j'imagine. Bien sûr, quand on vous connaît. Vie, voilà. Ah oui, et puis juste un dernier mot avant de conclure. C'est vrai qu'on voulait parler de votre production, qui est visiblement assez forte. Et donc c'est ça votre dernier livre. Vous pouvez nous en dire un mot ? Voilà. Eh bien, écoutez, il résume ce qu'on vient de dire sur les valeurs. L'humain plus fort que le marché, ça ne veut pas dire pas de marché. Ça veut dire l'humain premier, au centre du marché, mais autour du marché aussi. Voilà, ça c'est le dernier. Et le premier, regardez, on était déjà sur la famille, ça c'est en 2001,
avec Basile de Kock dans mes bras. J'élève mon mari. Donc, J'élève mon mari. Qui est bien sûr une parodie de... Évidemment, de J'élève mon enfant, c'est à la naissance de nos enfants, justement. Voilà. Vous voyez, de la famille à l'humain plus fort que le marché. Voilà, mais en tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau Merci de François, à vous. le défi de la vérité. Eh bien, la voilà. Merci Pour beaucoup. moi, en tout cas. Merci Merci beaucoup. Richard.